Voilà une nouvelle édition du kiosque avec M. Galion qui est fourré dans son magazine. Bonjour M. Galion. C'est pas un magazine, cher ami. C'est quelque chose d'important. C'est un annuaire. Un annuaire. Oui. Très bien. Vous allez nous en parler. C'est pas un annuaire du Club Presse. C'est un annuaire de l'association des maires avec les communes, l'ensemble, la dénomination de tous les conseillers municipaux communautaires et autres de la Martinique. N'oubliez pas de me laisser quand vous parlez. Non, non, je prends fait. Le progressiste, bonjour. Le progressiste n'a pas cet annuaire, mais enfin, il y a des privilèges pour les vrais journalistes. Voilà. Justice, M. Branchi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et dimanche, une semaine hard. Oui, mais comme d'hab, toujours. Comme d'hab. Il ne faut pas changer. Oui, il faut travailler. Mais c'est une très bonne nouvelle. Hein. Vous savez que la cote de François Hollande a rebondi de 21 points à 40% maintenant d'opinion favorable. Pourquoi ça y a des ricanements comme ça? Pourquoi autour de cette table, vous êtes des observateurs, c'est depuis, je crois, l'existence des sondages, un rebond aussi spectaculaire. Au lieu d'apprécier cette capacité de rebondir, au lieu de faire comme toujours, on m'a dit mon ami Marajou, qui est un fin observateur, attention, Hollande est un terminator, je reprends son expression, vous ricanez, vous ne croyez pas, Galion, son opinion sur ça? M'as-tu entendu dire ricaner? Ça sourit, c'est pire, perfidement. Ceci étant, comme l'animateur de l'émission lui-même avait un ton qui incitait au ricanement, les autres ont suivi. Ils ont suivi. Non, mais la seule chose qu'il faut savoir, moi c'est ce que j'attends. Quand est-ce que ça va retomber? Mais ça, il y avait eu 19% pour Mitterrand, après je ne sais pas quel événement, un mois après c'était après la guerre du Golfe, là. Ouais, début de la guerre, pas beaucoup de temps. Donc là-dessus, où est Annecy? Le point sérieux, c'est malheureusement... quand même, moi je trouve que c'est malheureux que c'est à l'occasion des événements aussi tragiques. Tout à fait. Et j'ai entendu pour une fois un homme de droit dire que c'était même un peu indécent de mettre en relation les deux phénomènes. D'autant que derrière cela, il y a une tentative, là j'aborde la question politique, d'une union nationale, de faire une union nationale, non pas sur la question de la sécurité du terrorisme, ce qu'on pourrait comprendre, mais pour faire passer un certain nombre de textes, notamment de social-libéralisme, comme la loi Macron. On va y venir. On va y venir. Mais on peut. Oui. Vous avez remarqué que Gabriel, qui a été interrogé, n'a pas eu le temps de donner son avis. Il n'a pas souhaité prendre ce temps. J'attendais de voir la réaction de Michel. Branchi. Alors, quelle est ton opinion sur ce point? Pour rebondir sur la citation qui fait c'était eu de droite qui dit que c'était indécent, je crois que si, à la suite de ces événements, il n'y avait pas eu un consensus global autour du chef de l'État, je ne parle pas de François Hollande, je parle du chef de l'État, et si les codes de sondage continuaient à descendre, ça aurait été encore plus grave. Je crois que là, il y a un phénomène qui est un peu naturel, compte tenu de la façon dont les choses étaient conduites. Ceci étant, l'unité nationale, l'union nationale qui se fait autour de cette affaire sur la problématique que pose le terrorisme et l'assassinat de ces 17 personnes est à détacher du débat politique qui reprend ses droits gentiment et tranquillement, heureusement. Donc je crois que là, les choses vont être séparées entre le débat politique quotidien et politicien et ce qui est de la politique pure, qui est un peu la conduite des affaires de l'État. Il faut quand même revenir à la question qui est posée, parce que c'est ça qui est triste, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus de quoi on parle. La question posée, c'est est-ce que... C'est ça la cote de popularité. On transforme ça en cote de popularité. Non, la question posée, c'est est-ce que vous êtes satisfait ou insatisfait de l'action du président de la République? On ne pose aucune question sur si on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est êtes-vous satisfait ou pas de l'action du président de la République? On est d'accord. Donc, et tu as raison, si à une question comme ça, les gens avaient répondu non, là, je veux dire, le mec qui démissionne et puis il part, parce qu'il a quand même géré les choses, tout le monde le reconnaît de manière correcte et souvent à droite. Donc, revenons à la question posée. À droite, en un seul mot. Habile. Donc, l'idée, c'est, est-ce que dans un mois, lorsque le prochain sondage de cet institut-là sera fait, à la question posée, est-ce que vous êtes satisfait, il y aura une réponse positive ou négative. Donc, il faut faire très attention. On va simplement attendre. Voilà. Le terrorisme, l'essentiel des annonces de Manuel Valls, je les rappelle, puis vous me direz votre opinion. Alors, il s'agit d'un projet de loi qui s'intitule « Projet de loi sur le renseignement ».
qui sera présenté début mars au Parlement. Et je dis les mesures essentielles, on va pas entrer dans un petit détail. Hein. 2680 emplois en 3 ans pour mieux surveiller à peu près 3000 personnes. C'est déjà, c'est déjà le cas. Il y a déjà des annonces sur le site du gouvernement. Ils cherchent en particulier dans le renseignement des ingénieurs sur le traitement du signal. Le truc est tombé aujourd'hui, on l'a vu. Création d'un site internet visant à informer le grand public sur les moyens de lutter contre l'embrigadement djihadiste. Ça va pas coûter très cher ça. Création de 60 aumôniers supplémentaires pour les prisons. Aumôniers musulmans. Aumôniers musulmans. S'ajoutant aux 182 existants, naturellement. Et on les paye quand même. Ah ben oui. Création d'un fichier spécial de personnes condamnées pour terrorisme, réflexion transpartisane, ils inventent des mots tous les jours, sur la possibilité de créer une peine d'indignité nationale, mais ça ne coûte pas, avec des propositions définitives d'un délai de 6 semaines. Taubira est contre. Ouais, paraît-il. Matignon a précisé qu'en incluant les frais de personnel, l'enveloppe atteindrait à peu près 735 millions d'euros sur 3 ans et taperait dans une caisse, dans les 8 milliards d'économies qu'ils ont en cas où, sur la cagnotte. Commentaire de ce qui n'est pas de moi, c'est vraiment la revanche de la fonction publique, quoi. 7500 suppressions de postes annulées dans les armées, la suppression de postes qui est annulée, la suppression de postes annulés dans les armées. 2680 emplois, je viens de le dire, publics créés pour lutter contre le terrorisme, pour un coût global de, on l'a dit, en quoi c'était 420 en réalité avec les frais 735 millions, c'est le retour de la fonction publique. Michel, tu es content? Merci le terroriste. C'est réducteur. Oui, alors non, il faut bien non, mais c'est bon, mais un truc simple pour qu'on puisse démarrer. C'est effectivement un angle d'attaque, mais moi, ce que je vois, c'est que plus globalement, la France est confrontée à un problème de sécurité qui va nécessiter des dépenses. Et ce qui est à craindre, notamment, je pense surtout à la mesure concernant les armées, qui va coûter plusieurs milliards. Bon. Ce que l'on craint, c'est que, compte tenu des contraintes budgétaires et de la pression de Bruxelles sur le déficit, si ces contraintes budgétaires ne sont pas levées, que ça risque de se faire au détriment de la politique sociale. Or, la réponse au terrorisme, c'est autant une réponse sécuritaire qu'une réponse économique et sociale, de façon à assécher le terreau sur lequel fleurit le radicalisme religieux. Oui. Donc c'est une contradiction auquel la société française est confrontée. Mais pas la seule. Pas la seule société qui est confrontée à ce type de contradiction. Mais il y a quand même, je ne sais pas si tu vas l'aborder, ce que je ne l'ai pas vu dans ce qui vient d'être pris comme décision par la BCE. Oui. Tu vas l'aborder. Ouais. Donc on en reparlera. On va l'aborder maintenant, puisque par 60 milliards d'euros mensuels, la BCE va acheter la dette souveraine des États. Alors le lien que je voulais faire. Injecter des liquidités sur le marché. Michel savait dès le départ, en venant ici, qu'il aurait raison sur cette histoire d'austérité. Bien évidemment, puisque l'austérité ne peut être que ponctuelle. Parce que le capitalisme ne peut pas se nourrir d'austérité. Il y a une contradiction fondamentale entre des politiques d'austérité et le développement du capitalisme, c'est clair. Donc il savait qu'il aurait raison tôt ou tard. Or là, la BCE vient de sonner le glas définitif des politiques d'austérité, puisqu'elle va relancer l'économie. En fait, je crois qu'il faut prononcer le mot. Elle va relancer la politique d'endettement des États. Elle va en leur rachetant leurs dettes, elle leur donne un souffle nouveau pour faire quoi? Pour s'endetter à nouveau. C'est une grosse planche à billets qui fonctionne au niveau de 1160 milliards d'euros. Ouais. C'est comparable à ce que la Banque du Japon a injecté et la Banque la Réserve fédérale américaine avait injecté dans l'économie, ce qui a permis aux États-Unis de redémarrer, de baisser le chômage. On va en parler avec Obama. Et Obama tout à l'heure. Et tranquille. Avec ce petit bémol, que certains économistes, notamment je pense à Jean-Marie Haribé, qui est le chef de file des économistes dits atterrés. Atterrés par la Ils sont atterrés par la stupidité des politiques d'austérité qui arrivent au bout du rouleau. Et il dit qu'il faut espérer que cet argent ça va passer par les banques,
Donc on va racheter le papier de dette souveraine détenu, notamment par les banques et d'autres institutions, n'est-ce pas? Que ces institutions vont le remettre dans le circuit économique et non pas les placer en produits spéculatifs. Mais c'est contractuel, tu vois. Il y aura une contractualisation de ce rachat. Alors, justement, ce n'est pas précisément dit, et c'est précisément la proposition des économistes à tirer, c'est de conditionner l'octroi de ces crédits. Ça me semble évident. Non, mais c'est pas dans le c'est pas encore dit parce que la mise en œuvre n'a pas encore été. Il faut l'espérer que ce soit conditionné par l'investissement dans l'emploi. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que les gens comprennent. Ouais, parce que là, je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Quand une banque a de l'argent, elle préfère placer cet argent dans de la dette d'État, qui est moins risquée, que vers des actions ou les prêter à l'entreprise. Ce que la BCE fait, elle lui dit, bon, écoutez, je vous rachète la dette que vous avez d'État, donc comme ça vous avez des liquidités, et ces liquidités, vous devez les mettre pour le privé, soit dans les entreprises, soit dans le particulier, soit dans les actions. Bon. Ce que Michel craint, c'est que ça n'aille pas vers les entreprises ou les particuliers, mais ça aille vers des produits dérivés, spéculatifs, donc vers l'argent. L'argent achète l'argent. Parce que les taux... Il crée ce qu'on appelle des bulles financières. Des bulles financières. Parce que les taux auxquels les banques la BCE va prêter aux banques sont très bas, c'est taux zéro, et que dès lors qu'on a un taux positif, ça rapporte beaucoup plus. Et le FMI signale dans son rapport que le risque financier est toujours important dans le monde actuel, malgré une certaine reprise économique aux États-Unis. On va parler tout à l'heure. On parlera du FMI tout à l'heure. Oui. On parlait de contradiction tout à l'heure. La contradiction demeure d'autant plus que, en souhaitant officiellement injecter ces nouvelles liquidités à partir du rachat des dettes souveraines, ça n'empêche pas l'Europe, donc la BCE, de maintenir le couperet des 3% du déficit budgétaire. Tout à fait. Et les réformes dites structurelles. Et les réformes dites structurelles. Oui, il n'a pas été envisagé. Ça saute. En fait, l'idée, c'est que les verrous sautent au fur et à mesure. Le premier verrou, c'est vous ne toucherez pas à la planche à billets. C'est fini. Mais je le fais pour vous. C'est normal, c'est l'Europe. C'est moi. Le deuxième couperet, c'est vous n'emprunterez pas, vous n'allez pas faire de nouveaux crédits. Les mecs, ni l'argent tellement que ils vont dépasser. Et puis le reste, ça va sauter. On va sortir de l'économie pour y revenir parce que c'est les gens qui n'aiment pas ça, comme les mathématiques ou l'algèbre, risquent de nous échapper. Non, le problème, c'est que, je vous écoute, là, j'ai rien dit. Mais celui qui ne sait pas ce que c'est que BCE, il ne comprend rien. Celui qui ne sait pas ce que c'est que dette souveraine, il ne comprend rien. Celui qui ne sait pas ce que c'est que FMI, il ne comprend rien. Non mais attendez messieurs, de temps en temps, il faut être aussi pédagogique et penser que ceux en face, ils n'ont pas toutes les clés. On l'a quand même un peu expliqué. Pour expliquer, alors il faut non mais la mémoire est vous allez zapper là-dessus. Non mais il a raison. On l'a expliqué 1000 fois, mais il faut toujours. Il faut quand même. Il faut même remettre peut-être la décision de BCE dans son contexte institutionnel européen. La discussion sur la Banque centrale européenne. Merci. La Banque centrale européenne est un organisme qui est complètement indépendant de l'institution européenne, l'institution politique. D'accord ? Elle prend une décision qui s'impose à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe. Absolument. Cela veut dire que l'Allemagne, qui était un petit peu le cheval d'arçon de l'austérité, rien que l'austérité. Mario Draghi, Super Mario l'a fait, qui est le président de la BCE. La Banque centrale européenne, boum, est obligé d'accepter ça. Bon, tous les mécanismes expliqués ici, d'accord, ça c'est une mécanisme technique. C'est sur le plan pratique. Explique la dette souveraine maintenant. Non, on ne va pas expliquer. Non, on va pas expliquer parce que justement, le problème, c'est que c'est 1100 et quelques milliards d'euros qui seront rachetés par la Banque centrale européenne, sur la dette des États. C'est sûr, c'est pas sur un an, il faut compter 3 ans. C'est 3 ans à peu près. Cela veut dire, oui, on relance la mécanique. Ce rachat des dettes des États, comme des banques, on met la planche à billets en route, pas de problème. Il y a eu des précédents. Les banqueroutes, les faillites de banques qu'on a connues avant-guerre, etc. Ça veut dire qu'en fait, ce qui intéresse le téléspectateur, l'individu, est-ce que, de par ce rachat de dette souveraine, de dette des États,
Est-ce que nos salaires vont avoir un impact? Notre pouvoir d'achat. Est-ce que notre pouvoir d'achat va augmenter? Est-ce qu'on pourra respirer, d'autant que nous sommes dans un contexte économique où nous sommes en récession sociale dans les entreprises. Mais en principe, oui. Plan social, en principe, plan oui, social. il y aura une croissance économique. Non mais, en principe, oui. C'est-à-dire que voici ce qui est attendu. Est-ce que ça va être l'aboutissement à court terme? C'est une autre chose. Non mais pour poursuivre, on dit cet argent, au lieu que les banques achètent, la fameuse dette souveraine, c'est de la dette d'État. Voilà. De la dette de la France, de l'Allemagne, ça. Au lieu qu'elles achètent ça. Savoir que les États empruntent pour pouvoir payer les salaires et tout. Mais ça c'est garanti, en fait, sauf de temps en temps avec la Grèce qui ne paie plus. Mais bon, ça c'est plutôt garanti, c'est davantage garanti que la dette des entreprises ou des particuliers qui font plus souvent faillite que les... Et qui disparaissent. L'État ne disparaît jamais. Voilà. Donc là où effectivement il faut aller plus loin en disant si cet argent est orienté vers ces deux composantes, les particuliers et les entreprises, il y a un certain nombre d'impacts sur la vie quotidienne. Par exemple, aujourd'hui, le crédit à la consommation est extrêmement rare et réduit, tout simplement parce que l'argent était ailleurs. Donc, comme il y aura beaucoup plus d'argent pour la consommation, ça aura un impact à la fois sur le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat, c'est à la fois le salaire que l'on reçoit et la possibilité de s'endetter. D'emprunter, de construire, voilà, de vivre et puis, il y aura un deuxième impact sur l'individu, ce dont tu parlais, à travers l'emploi. Parce qu'une entreprise qui reçoit beaucoup plus d'argent à travers les emprunts pour investir, théoriquement, l'investissement est lié à la création. Non, mais sur la masse, ça crée, il y a un effet. Oui, il y a un impact économique. C'est ce mécanisme vertueux qui est espéré. Oui. Bon. C'est un mécanisme vertueux qui est espéré, mais dans le même temps, comme l'a rappelé Daniel, les politiques d'austérité se poursuivent. Donc, autrement dit, vous êtes dans une bagnole, vous appuyez sur le frein et vous appuyez sur l'accélérateur. Ouais. Alors, bon, eh bien, vous allez bousiller votre embrayage. Mais là-dessus, il y a une proposition qui est simple, que c'est un processus de déblocage d'une série de verrous à la croissance. C'est obligatoire. Et puis il y a des règles qui sont anti-capitalistes. Il faut quand même rappeler que l'Europe y vient. Mais il y en a deux autres qui ont été et qui ont réussi. Les États-Unis, ça a marché aux États-Unis, ça marche au Japon. Il faut espérer. Au Japon, justement, les fameux abénautiques, là, ils sont. Les États-Unis, ça a réussi parce que les États-Unis sont dans une position tout à fait particulière, parce que ce sont les maîtres du monde, qu'ils ont la possibilité d'émettre de la monnaie, de faire de la dette et aussi de faire du déficit commercial. Et par conséquent, les autres pays ne sont pas dans la... Et puis ils ont un vaste marché. Ils ont un très vaste marché, mais ils vont quand même être impactés parce que la demande qui a décès aux États-Unis, pour le moment, par les pays émergents, est en train de chuter. Monsieur Manuel Valls, à l'occasion de ses vœux à la presse, on reviendra pour le économique, pour décrire la gravité de la situation des quartiers français, parle publiquement de ghetto, d'apartheid territorial, social et ethnique. Dans un pays où vous savez que tout ce qui est race et tout ça, c'est tabou, parce que la République, en principe, blanchit tout le monde, nettoie tout le monde, uniformise tout le monde. Alors, je le cite. Blanchit dans le sens propre. Dans le sens propre et figuré. Pas de perfidie. Ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays ou des défis que nous avons à relever. À cela, il faut ajouter toutes les fractures, c'est lui qui parle, les tensions qui couvrent depuis trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence. Les émeutes de 2005, il était maire d'Evry, qui s'en rappelle. Oui. Et pourtant, les stigmates sont toujours présents. À l'époque, il avait parlé de ghetto. Je ne sais pas s'il avait parlé d'apartheid, mais je suis sûr qu'il avait parlé de ségrégation. Il avait également, oui. Mais à l'époque, c'était en 2005. Il ne faut pas oublier que la situation était chaude. On avait même déclaré l'état d'urgence, chose qui n'avait pas été faite depuis la guerre d'Algérie. Et puis il était aussi un peu en rupture avec idéologique, quoi, sur les questions de la sécurité avec son parti. Il pouvait dire ça. Mais est-ce que ma question est simple et vous allez développer,
Alors que nous avons un président très bisounours ces jours-ci qui nous dit que les choses sont bien, il y a l'union de la France et tout, ça va bien, la France a montré son unité. Il y a un Premier ministre qui se permet de mettre le pied dans la... Alors, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que... Alors, attends, non, mais vous allez vous exprimer. Est-ce que c'est une nouvelle technique maintenant qu'il y a, où le président se retire comme il a pu le faire, et qu'est-ce qui... Non, moi, ça ne me choque pas. Je vous demande votre avis. L'utilisation du terme apartheid, ou le descriptif de la situation. Je pense qu'à ce niveau-là, Manuel Valls, qui maîtrise en tout cas au moins 2 langues très bien, il a volontairement utilisé le mot apartheid. Bon, évidemment. Et qu'est-ce qui a réagi en premier? À droite. La droite. Voilà. Sarkozy. La droite choquée par l'utilisation du mot apartheid. Oui, parce que On est dans des quartiers, il y a des quartiers où effectivement vous avez un développement parallèle. les gens ne se parlent pas. Vous avez des villes, vous avez des parlements parallèles. L'apartheid, c'est pas le noir n'a pas droit, c'est aussi, tu restes dans ton niveau et l'autre pas dans l'autre niveau. C'est des développements parallèles. La différence, c'est que bon, le développement ici, il est déséquilibré. Mais c'est ça. Alors évidemment, le mot apartheid choque, il est très fort, il est puissant, parce qu'il renvoie à un régime bien précis, il renvoie à une séparation basée sur la race. Il y a une théorie. Une théorie. Là, on est... Tout à fait. Et puis une mise en œuvre volontariste. Volontariste. Mais là, il a parlé d'un problème social. Bon. Alors, d'abord, le Premier ministre, ça a deux sens, parce que nous, prenons-le comme celui qui reçoit le mot, est-ce que c'est un descriptif qu'il est indigné, ou est-ce que c'est un mot officiel qui va peut-être établir une réalité sur laquelle on pourra guère intervenir, sinon à l'accepter? Je ne suis pas sûr. Attends, Daniel a commencé à développer quelque chose, il ne parle pas beaucoup le bon, mais sur le côté. C'est surtout une réalité qui risque de ne plus être tabou. Je crois que ce que... Moi je trouve le terme apartheid très fort, comme tout le monde, mais ça ne m'a pas choqué du tout. Parce que, comme l'a dit Gabriel... Vous pensez tous les deux que ce terme est adapté à la situation? Moi, je pense qu'il est adapté en certains endroits de la France. Mais c'est évident, c'est bien certains endroits qu'il y a l'apartheid. C'est pas sur la Tour Eiffel qu'il y a l'apartheid, Daniel. Non? Nous sommes d'accord. Okay. Et ce qu'il faut voir, pardon, c'est tout ce que le Premier ministre a dit autour de ce mot apartheid. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Tout le descriptif qu'il a fait, que tout le monde connaît. Comment veux-tu en parler le mot apartheid et que tu ne te focalises pas dessus? Non, mais j'ai justement... Il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est le piège qui est tendu par certains médias et par la droite. Voilà. C'est comme le mot ghetto. Pourquoi la référence à certains médias immédiatement là Oui, parce qu'il y a une caste, dans les médias. Daniel n'avait pas fini de parler. Et son analyse m'intéressait beaucoup. Et son analyse m'intéressait beaucoup. Daniel. Non, pardon. Non, j'écoutais Michel. Parce que lui aussi, il est intéressant. Parfois. C'est pas des apartés qui gagnent des minutes sur notre temps. Restons sur la thématique. Non, ce que je veux dire, c'est dans tout le catalogue, bon, ça va encore être interprété, tout le catalogue de mesures annoncées tant par Manuel Valls que par Najat Vallaud-Belkacem, la seule chose qui me gêne, entre guillemets, là-dedans, c'est que ça vient 20 ans ou 30 ans trop tard. Tout le monde ne peut qu'être d'accord sur les constats, les descriptifs qui sont faits. D'accord ? Maintenant, les réponses à y apporter peuvent être diverses et différentes. On a parlé de l'indignité nationale, par exemple. On va continuer. Hein? Mais le constat... Je saute Michel qui a déjà anticipé. Oui, pour dire la chose suivante. Moi, je suis persuadé que la France, on en parlait il n'y a pas très longtemps, la France, c'est un quart de la population est d'origine directement ou indirectement étrangère. Un pays occidental dont le quart de la population a une culture ou a des influences culturelles différentes, ne peut pas l'évacuer. Et ne peut pas évacuer cet état de fait-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Manuel Valls, à l'âge de 21 ans, il était espagnol. Et qu'aujourd'hui, à l'âge de 50 et quelques, il est Premier ministre de la France. Tu veux dire par là qu'il sait de quoi il parle? Il est directement impliqué, impacté. Il sait de quoi il parle et il a parfaitement conscience, en ayant été le maire d'une ville hyper cosmopolite, que l'avenir de la France, c'est ça. C'est soit l'avenir de la France, soit le danger de la France, pour la France. Et lui, il fait le pari de dire, si nous n'intégrons pas à coût de milliards d'euros, parce que ce qu'il est en train de négocier, c'est ça. Alors, où est l'apartheid? Parce que c'est pas un mot qui est... En fait, il met la barre très haut. Voilà. Parce que la situation est cruciale. Non, mais il va plus loin que mettre la barre très haut. Il dit,
on va ouvrir notre chéquier. Et c'est l'un des leviers du développement économique, l'intégration. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Il va dire la chose suivante. En intégrant ces gens, en leur donnant du travail de manière prioritaire, en leur donnant de l'éducation de manière prioritaire, en leur donnant des infrastructures de manière prioritaire, nous allons faire des consommateurs pour le capitalisme. Et le capitalisme ne va pas dire non. Mais laisse ça pour Michel. Non. Cette partie-là, laisse ça pour Michel. Mais attendez, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un discours qu'on doit tenir pour les Antilles. Voilà pourquoi je dis ça. C'est un discours qu'on doit tenir pour les Antilles et que la France devrait tenir pour les Antilles. Nous, on a fait plusieurs études et Sudry a montré que le taux d'investissement des pouvoirs public par tête d'habitant aux Antilles était 3 fois inférieur au taux d'investissement national, enfin hexagonal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, je parle de l'État, je ne parle pas des collectivités. Quand l'État met 100 € par tête d'habitant en France dans le développement des infrastructures publiques, il met seulement, mais il faut dire ça aux gens, 30 € par tête d'habitant. Or, cette situation, c'est bien de l'apartheid, puisque c'est voulu. C'est volontaire. C'est une politique d'État, donc c'est de l'apartheid. C'est une forme d'apartheid économique. Voilà, c'est un choix politique. On va inventer des concepts dans cette émission-là. L'apartheid économique, contenez Gagnon. Notez Gagnon sur votre petit carnet. L'apartheid économique. Non, mais lui, il ouvre sur l'apartheid social et il va dire, mais pour régler l'apartheid social, il faut que nous rééquilibrions les budgets de l'État dans ces zones-là. Et qui va gueuler? Attendez. Parce que les mecs, tu parlais de la Tour Eiffel, il va dire aux villes les plus riches, aux départements les plus riches, aux régions les plus riches. Banquer. Non, pas banquer. Rééquilibre budgétaire. Ouais. Au lieu de vous donner 100, on va vous donner 30, les mecs. On va lâcher l'argent. De toute façon indirecte, il va manquer. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que. Ça ne va pas coûter plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait. Ça va pas coûter plus. Oui, en fait, il va arriver une sorte de justice économique et sociale. Socialiste, c'est du socialisme. Une vraie socialisme. Alors, ouais. Dans un pays capitaliste. Le Valois-Perret, le point une nuit, le point. Le Valois-Perret, c'est une ville, justement, le Valois-Perret, c'est une ville où il y a le haut, il y a aussi le bas. Il y a aussi le bas. Michel. Non, alors, c'est une vision, je dirais, un peu optimiste d'interprétation optimiste. Je crois que tu allais dire Angélique. Optimiste de ce que dit Valls. Il a compris que dans les périodes de tension, ça s'appelle le coup de menton. Il y en avait un qui faisait ça avant la guerre. Bon. Le problème, c'est d'abord la volonté politique et ce qu'a dit tout à l'heure Daniel, c'est qu'on aurait dû faire ça il y a 20 ans, mais on a même l'impression qu'on a entendu ça après 2005. Tout à fait. Bon, on a entendu des discours du même type. Mais de la droite. Bon, de la part de la droite. Bon. Et le problème, c'est de savoir si on va effectivement mettre en place. Or, ça veut dire, cette politique, qu'il faut faire sauter les dogmes de l'austérité. Oui, d'accord. Mais non, mais... Non, d'accord. On parle du principe qu'on est dans un processus comme ça. Alors, prenons ça comme option. Alors, est-ce que, par rapport à ce que tu dis, toi tu dis, il faut faire sauter les dogmes de l'austérité. On est à peu près d'accord dessus. C'est la méthode. Et dit qu'on fait du répartition, on va pas mettre plus. Ouais. C'est aujourd'hui, et tout le monde le dit, et tout le monde le reconnaît, la France est quand même un pays extrêmement riche. 12 000 milliards de patrimoine. Bon. Il y a du fric, il y a du fric, il y a du fric. Il y a des villes qui regorgent d'argent. Il y a des régions qui regorgent d'argent. Il y a des entreprises qui baignent dans de l'argent. Le CAC 40 va distribuer au mois de juin des dizaines de milliards de dividendes. La France en pointe à des taux négatifs. Eh bien, toute cette masse de fric, c'est ce qui est scandaleux. Et là, Gabriel a raison. Ce qui est scandaleux d'ailleurs, tout ça, c'est qu'il y a des zones, il y a des gens, il y a des populations entières qui meurent, qui consomment pas, qui sont là, et économiquement c'est aberrant. C'est débile. C'est qu'économiquement c'est débile, capitalistiquement c'est débile. Je voudrais vous signaler un bouquin de Didier Lapéronie, édité chez Lafon, Robert Laffont, en 2008, ça s'appelle Le ghetto urbain. Il explique que c'est la première fois que ce mot a été lancé, mot qui a toujours été rejeté par l'intelligentsia et les intellectuels français. Comme ghetto, ça existe aux États-Unis seulement, et pour les Noirs, ça n'existe pas chez nous.
Il explique que les quartiers se constituent en véritable contre-société, je cite, hein, et il explique aussi comment s'érigent des frontières invisibles au sein des villes françaises. Il me semble bien, et ça c'est un bouquin qui date de 2008, il pourrait lire un petit peu les gouvernants. Et c'est ce que nous expliquent tous les jours les représentants des minorités. Un CDD Gali. Non, un CDD. Il n'a pas beaucoup de temps à rester. Le ministre de la Culture te l'a très bien dit. Il dit, attendez, moi on m'a nommé là, vous voyez que je l'entends de lire Modiano. Bon, alors c'est qui Modiano? C'est qui Modiano? Messieurs, alors il y a eu quand même des politiques de la ville, il faut quand même en parler. Il y a des politiques de la ville mises en œuvre, quoi. Hein, on en parle. Je parle de pays où il y a. Ici, il y en a. Le pays où à mon sens, il y a une politique de la ville ici. Il y a eu quand même, à Fort-de-France, ah oui, quand même. Il y a eu quand même. Ah oui, quand même. Bon. Non mais attendez, Michel, il y a eu quelque chose. Voilà, au moins il y a un bail, d'accord. Ça veut dire que quand on a politique de la ville et beaucoup d'argent investi. Politique de la ville. Beaucoup d'argent investi. J'entendais parler l'ancienne porte-parole qui est à l'UDI maintenant, l'ancienne porte-parole de Valls, qui expliquait que c'est un échec total, que c'est de l'argent jeté, gaspillé, parce qu'il n'y avait aucun suivi effectif, que c'était vraiment du cash bobo. Là-dessus, ouais. la partie sociale. Ouais. Valls, maire d'une commune en banlieue parisienne. Nous avons suffisamment d'âge pour savoir ce qu'on disait à l'époque dans les années 60-70. Paris et sa ceinture rouge. Oui. La ceinture rouge, elle est plus rouge, elle est bleue. Tout à fait. Toutes ces villes, autrefois détenues par le Parti communiste et le Parti socialiste. Aujourd'hui, la majorité de ces villes sont détenues par l'UMP et l'UDI. Et l'UDI. Saint-Denis, par exemple, Saint-Denis, c'est l'UMP aujourd'hui. Ok. Cela veut dire que les villes où aujourd'hui le phénomène d'apartheid social est le plus flagrant se vérifie et se voit au moment où ces villes sont tenues par des élus de droite. Ouais. Cherchez l'erreur. Ouais. Bravo. Ton affichage politique va finir par être transparent. On va finir par savoir. Et attention, hein, c'est qu'il y a une charrette là, François. La réponse à faire, c'est que si ils ont hérité de ça, c'est parce que les communistes ont fait une politique qui a sur lesquelles ça. Alors là, tu as retrouvé ta place. Tu viens de chauffer, Michel. Il a retrouvé sa place. Non, il a retrouvé sa place. Tu resteras dans l'équipe. Non, Michel ne va pas répondre à ça. À mon avis, cette boutade, il s'en est sorti. Michel ne va pas répondre à ça. On n'est fait que reprendre l'argument que ces gens-là développent. Monsieur, Monsieur Barack Obama, vainqueur économique. Alors, au moment où se délivre son 6e ou 7e discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, c'est une pratique où à mi-mandat, on dit voilà. Non, c'est une pratique annuelle. Le président des États-Unis, tous les ans, à chaque rentrée parlementaire, il fait le discours. Bravo, au mois de janvier. Et il peut capitaliser sur les bons résultats de l'économie américaine. Savoir, reprise de la croissance, recul du chômage à un niveau proche du plein emploi. Et il a dit, maintenant je suis à l'aise, je vais relancer la bataille électorale contre les républicains pour taxer les plus riches et puis faire un travail pour les middle class. Parce qu'en fait, Obama, sa préoccupation, c'est s'occuper de... Alors, et comment il va le faire? Il n'est pas préoccupé par la réélection. Voilà. Comment va-t-il faire? Laissez-moi exposer, puis après vous allez largement parler. Ces propositions pour les classes moyennes et réduire ces inégalités, alors c'est simplifier l'accès à la propriété. Je n'ai pas très bien compris ce truc-là. Peut-être qu'il permet un crédit, peut-être plus facile, recommencer. Bon, d'accord. La bulle. La bulle, recommencer une bulle. La hausse du salaire minimum. Alors, carrément, c'est le programme socialiste. Hein. Le développement des congés maternité, des congés maladie. C'est pour ça que je veux citer. La gratuité sous condition de l'enseignement universitaire short. On dirait François Mitterrand. Mais oui, ça s'appelle les community college. Des propositions. Des formations universitaires courtes. Il a également émis des propositions augmentant la pression fiscale sur les foyers les plus aisés. La suppression d'une niche fiscale sur la taxation des revenus du capital qui frapperait exclusivement 1% des contribuables les plus riches. L'augmentation à 28% du taux maximal de taxation des revenus du capital et des dividendes. Alors on dit, les commentateurs disent qu'il ne va pas arriver à faire ça, ça ne passera pas, il n'a pas de majorité, mais que quand même il en fera passer un petit peu parce qu'il a rappelé aux républicains, de façon très sarcastique, qu'il peut exercer son droit de veto sur les propositions qui sont votées par deux assemblées parlementaires qui lui sont défavorables. En disant, écoutez, on va commencer à dealer maintenant. C'est intéressant à suivre. Messieurs, la parole est à vous. Il y a un élément qui est important, juste un petit détail. Les Américains sont épouvantés par 28% de taxation des plus-values. En France, c'est 26%. Quoi. Il a tapé fort. Tu rends compte, 28%, c'est
vous êtes fous, quoi. Vous êtes communiste. En France, c'est 26, quoi. La France est et personne ne proteste. Ce que je note aussi, c'est qu'il commence à remonter dans le sondage. C'est qu'il y a entre les bons résultats économiques et la perception par l'opinion de ces résultats, il était au plus bas au moment des élections de mid-term. Ce qui explique pourquoi il a perdu. Et maintenant, les résultats sont plus perceptibles par l'opinion. Bon, c'est cela le problème de la démocratie, c'est qu'il a contre lui une bonne partie de l'establishment. Parce que l'establishment, je pense, aux États-Unis a dû penser, on nous a fait le coup d'avoir un nègre président de la République, on ne le fera pas 2 fois. Et quand je dis establishment, qu'il soit démocrate ou républicain. Maintenant, on va essayer de donner une femme. Donc, les médias, qui sont très concentrés, lui ont cassé les reins. Bref. Voilà la représentation corporative. Gabriel. Le résultat économique. Le résultat économique, il a quand même ce résultat, ce n'est que l'émanation de ce qui était, de toutes les batailles menées précédemment avec le Congrès américain, où il avait la majorité que dans une chambre, le Sénat, et où c'était pas du tout évident non plus, c'est parce qu'il avait une majorité démocrate à disposition que cette majorité était godillot. Il y avait des négociations, des compromis permanents. La fameuse loi sur la couverture sociale médicale, cette loi a pris 2 ans, et une fois que les républicains sont arrivés, première action qu'ils veulent faire, c'est démantibuler ce texte de loi. Donc le fait d'avoir aujourd'hui 2 chambres à majorité républicaine, si elle était modérée, ça serait encore possible, mais c'est qu'il y a la pression d'une minorité qui s'appelle le Tea Party, c'est-à-dire l'extrême droite, on va le dire le mot, l'extrême droite américaine, et celle-ci a tendance à surveiller le coin de l'œil tous les républicains qui ont tendance un peu à dire bon, il y a quelque chose qui est intéressant. Non, pas possible. Donc ça veut dire que sur le terrorisme, le pouvoir du président des États-Unis, c'est un pouvoir de veto sur les lois de finances. Oui. Parce que comme le Congrès, à majorité républicaine, à la Chambre des représentants et au Sénat, va lui imposer un budget américain de restrictions drastiques. Donc, comme la dette américaine est phénoménale, on va réduire la dette. Donc, on va faire des économies partout. Où? Dans les administrations, les budgets, la santé, militaire, santé, etc. C'est-à-dire que ça veut dire des fonctionnaires dans la rue. Pas dans la rue, manifestant à la porte. Là, il peut utiliser son droit de veto. Mais cela veut dire que pendant les 2 ans, le résultat économique aujourd'hui garanti, il risque de tomber parce qu'il y aura une politique des républicains qui sera démontrée qu'Obama était incapable de faire un résultat politique. Et ce faisant, il est en train de couper l'herbe sous les pieds d'Hillary Clinton, démocrate, parce que les démocrates auront brûlé leur bonbon. C'est ce que les observateurs disent. Non, mais je vois là-dessus, quand on regarde ce qui se passe sur 2 ans d'élection, il y a 2 ans avant sa réélection, il était mal et puis il est passé. Bon. Moi, je voulais mettre l'accent sur 2 des déclarations d'Obama à cette conférence sur l'état de l'Union. 1, je ferai tout pour fermer Guantanamo. On oublie, on ne parle plus de Guantanamo, cette espèce. Mais il n'y a plus personne à Guantanamo. Non, il y a encore du monde. Mais il reste une dizaine de mecs. Oui, mais cette prison innommable. Elle peut être remplie à n'importe quel moment. En territoire cubain, qui peut être remplie à n'importe quel moment sans autre forme de procès. Il n'y a pas de procès de toute façon. Et puis Cuba, la mise en œuvre réelle de Cuba. Il appelle les républicains à mettre fin à l'embargo contre Cuba. Oui. Alors, ce n'est pas simplement un slogan. Hein? Il y a un processus qui est engagé, qui prendra le temps qu'il faudra, mais manifestement... Mais je crois qu'au moment où nous parlons, il y a des Américains qui sont... Mais justement, ils sont en négociation. Manifestement, Obama est persuadé, enfin, il est au centre de la chose, que c'est un processus irréversible. Il a sur son bureau des données démographiques. Oui. Il a des données démographiques. Ce que sera l'Amérique dans 20 ans. Voilà. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Le prochain vote, sur par exemple le prochain vote aux élections présidentielles, Obama sait que la majorité de l'opinion qui aura le droit de voter à cette élection est favorable aux démocrates. Toutes les études indiquent très clairement que Hillary Clinton a toutes les chances, aujourd'hui là, d'être la future présidente, sauf si quelqu'un au Parti démocrate va contre elle. Parce que l'opinion
Et tu as peut-être raison. Gabriel ne va pas apprécier. Mais l'opinion, c'est d'abord une caisse de résonance médiatique. L'opinion, telle qu'on la perçoit aux États-Unis, ne s'exprime pas. Les gens, ils travaillent. Le ressenti que l'on a, c'est quand même l'opinion médiatique. Or, l'opinion médiatique considère, parce qu'elle est white, anglo-saxon, protestante, c'est-à-dire blanche, majoritairement, que imaginez un pays comme les États-Unis où la majorité de la population serait non blanche, donc la majorité des instances représentatives de l'État non blanches ou mixtes de toute façon est inacceptable. Or, c'est ce vers quoi on va. Inéluctablement. C'est deux éléments de correction, deux éléments compléments. Obama a été élu en 2008, nous sommes d'accord. En 2007, Obama n'était pas dans les sondages. Non. Oui. C'est vrai. 1960, Kennedy n'était pas dans les sondages. 1976, Jimmy Carter n'était pas dans les sondages. Donc les sondages d'aujourd'hui ne sont que des photographies instantanées et à un moment T, et non prévisionnelles sur ce qui va se passer 2 ans après. C'est une constance aux États-Unis. Je ne parle pas de sondage. Hein. Non, mais je ne parle pas de sondage, je parle de démographie. Non mais attends, il y a 2 choses. Il y a les sondages et la démographie. La démographie, Cuba, comme a dit Daniel. Le parti, il y a une tradition, au discours de l'Union, il y a une réponse du Parti républicain. Il y a 1 an et demi, l'élu républicain qui répondait à Obama, c'était un élu sénateur d'origine cubaine. Cubaine, oui, tout à fait. Un des plus jeunes, et et une fois qu'il répond, on le met en position. Il peut être en position d'être candidat à la candidature aux primaires. Donc ça veut dire que sur le dossier cubain, il y a une population d'origine cubaine qui, elle, ne veut pas entendre parler, sauf la possibilité d'aller à Cuba et d'aider sa famille. Mais l'ouverture des relations c'est-à-dire qu'on accepte le régime communiste, ça passe pas. Or, le débat qui sera au Congrès, ça sera l'embargo, mais c'est faire donner quitus aux communistes, pas question. Oui. Voilà. L'évolution de la population aux États-Unis. Les États, aujourd'hui, la langue officielle, il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Floride, il y a 2. Californie, il y a 2. Ouais. À New York, il y a 5 langues officielles. Ce que tu veux dire, c'est que la situation devrait d'ores et déjà entraîner le processus que décrit dit. Il pourrait l'entraîner. La différence, c'est que quand même, il y a une tradition américaine. Ce que les marxistes appellent la conscience subjective de classe. C'est-à-dire que tu peux être latino et tout, mais tu vas voter comme... Ce que je retiens de l'exposé très intéressant de Gabriel, c'est que entre les sondages et la réalité, par exemple, qui aurait pu dire il y a un mois que François Hollande aurait gagné 40 points de... 21 points de... remonte à 40. Eddie disait ça. Moi, j'ai toujours dit ça depuis le début. Eddie remontait, mais prendre d'un coup. Non, je n'avais pas prévu dans le détail. Non, parce que Eddie ne revendique pas d'être Mme Soleil. Je reviens à la situation. Mais il disait attention à tout moment. Mais je te redonne la parole. Je rebondis sur ce qu'a dit Eddie à propos des Américains et du fait qu'il y a une majorité de la population non blanche, etc., du fait de l'immigration. Mais c'est ça qui se passe en France. Oui. La France ne veut pas admettre qu'elle est un pays multi-ethnique, mais on va parler de la culture, de l'identité, mais aussi multiculturel. Michel, nous-mêmes Martiniquais, tu parles de la France, nous-mêmes Martiniquais, refusons l'idée même que nous sommes une société multiculturelle, je ne dis pas multiethnique, mais multiculturelle en tout cas, et que nous serons, nous aussi, directement impactés par une immigration massive, tout simplement parce que nous n'avons pas le choix. Et donc, il va falloir que nous donnions, nous, des sacrées leçons de tolérance dès les semaines qui viennent. Mais comme nous parlons de la France... nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la souveraineté pour résoudre ces problèmes. Et nous sommes obligés de suivre ce que font les autres. C'est ça la différence. Messieurs, pour le FMI, je vais vous remettre dans les points que vous aimez, donc je vais vous décrocher d'un. Pour le FMI, le recul des prix du pétrole ne suffira pas à relancer l'économie. Pourquoi ? Parce que ça ne suffira pas à contrecarrer la faiblesse de l'investissement en général.
dans le monde. C'est suffisant malgré les mesures que l'on prend, la Fed, etc., la BCE. La croissance mondiale a été amputée de 0,3 points à 3,5 points cette année. Seulement les États-Unis s'en sortent. La chute du pétrole ne pourra pas la chute des prix ne pourra pas contrebalancer une économie mondiale qui a un investissement faible, comme je vous l'ai dit, des marchés financiers instables, complètement instables, les événements géopolitiques tels que la Russie et l'Ukraine, et la stagnation de la zone euro et du Japon. Ça, c'est assez. La zone euro, est-ce que ça va démarrer? Enfin, pour l'instant, donc, la position du FMI est excessivement pessimiste. Je vous donne la parole. Moi, le pessimisme du FMI me fait rigoler, parce que non seulement c'est un pessimisme à géométrie variable, il faut quand même rappeler qui est la patronne du FMI. Hein, c'est une dame qui est mise en examen. Hein. Non. Attention. Non, elle était témoin assisté. Non, elle a été mise en examen. Non, elle a été mise en examen, rappelez-vous. Elle était témoin assisté, on l'a rappelé, on l'a mise en examen, et le FMI a dit, écoutez, on la garde quand même. Elle a été mise en examen. Continue, c'est bon, pas grave. Alors, non, mais le rapport est le suivant. C'est comment des gens qui dirigent l'économie mondiale, parce qu'il y a des pays qui souffrent, c'est pas toi qui vas me contredire, du diktat de ces gens-là. Vous voulez une aide pour vous en sortir, voilà ce qu'il faut faire. Ok, bon, et il faut virer les gens. C'est ça que je veux pas. Bon, c'est ça qui est intéressant. Comment des gens qui, grosso modo, ne savent pas gérer leur propre vie, on va dire ça comme ça, s'autorisent. J'ai oublié de dire que le FMI, c'est le Fonds monétaire international. C'est vrai qu'il faut. Le Fonds monétaire international, qui est une espèce de régulateur économique qui vient au secours des pays qui n'ont plus les moyens de payer. Sans leur acheter leur dette souveraine. Oui, voilà. Qui n'ont plus les moyens de payer leurs dettes, de rembourser leurs dettes. Alors, il y a plusieurs exemples dans les années 60-70 qui ont permis de former la culture politique de Michel, d'ailleurs, et qui ont entraîné des révolutions parce que les peuples ne supportaient pas la toute-puissance de FMI. Et on a subi les conséquences dès maintenant. Toujours. Dans les pays arabes à l'heure actuelle, beaucoup de l'islamisme radical, en grande partie, est né dans l'application des recettes du FMI. Il ne faut pas l'oublier. Mais dans un tas de pays. Le Pakistan. L'inventaire serait. Alors, l'épisode moderne est unique. C'est la Grèce, mais il n'y a pas que le FMI qui a tapé du poing sur la table en Grèce. La Troïka. Bon. Moi, je trouve assez scandaleux qu'un tel organisme qui obéit, non mais c'est vrai Michel, je suis désolé de prendre ta rhétorique, mais c'est ça, qui obéit lui-même à des, comment dirais-je, des règles des critères purement idéologiques et capitalistes, puisse prévoir une austérité. C'est ça, quand ils disent qu'ils sont pessimistes, c'est qu'ils justifient leur politique d'austérité. Parce que tu imagines bien qu'un FMI qui dirait, messieurs, l'économie mondiale va comment dire, se remettre debout, va créer de nouvelles richesses, se verrait tout de suite dans le board, c'est-à-dire la salle centrale de commandement des pays africains. Et donc, ça veut dire, ça va bien, badou l'argent. Donc ça, c'est bien évidemment de la communication. C'est de la communication. Tout simplement parce que, et je le répète souvent, le monde, ce n'est plus le monde occidental blanc. C'est fini. À la fois sur le plateau de l'économie, c'est passé comme une lettre à la poste. Quand la Chine a pris la deuxième position et aujourd'hui flirte avec la première place au niveau mondial, n'a pas eu beaucoup de... En fait, ça n'a pas été une révolution, quoi. Alors que dans les faits et dans l'arbitrage mondial, dans la gouvernance mondiale, ça devrait changer des choses, quoi. C'est comme si on disait à la France, bon, la France est pas... Vous avez vu, la France est passée de la 5e à la 6e. Que ça a changé le quotidien. Un élément d'analyse du FMI qui explique que la baisse du coût du pétrole devrait normalement relancer la croissance. Mais qu'en fait, ça n'est un processus qui ne fonctionne que pour les pays riches. Michel, développe sur ça. Alors, effectivement, dans l'analyse du FMI, sur le jugement du FMI,
Oui, d'accord. Bon, d'accord. Mais sur l'analyse qu'il présente là, notamment l'économiste français Olivier Blanchard, moi je pense que le FMI est en train précisément de modifier sa doctrine économique parce que les faits ne lui donnent pas raison. Il est obligé de changer. S'il veut garder un minimum de crédibilité. Il a quand même demandé au pays de débloquer sur l'austérité. Je vais lire la phrase. Ouais. Il convient, selon l'institution, de moduler le rythme et la composition de l'ajustement budgétaire de manière à soutenir à la fois la reprise et la croissance de long terme. Autrement dit, il faut mollir. C'est tellement évident. Il faut mollir. Bon. Mais pour revenir à ce que tu disais, la réalité, c'est que les pays, en gros, les pays détenteurs de matières premières, pas seulement de pétrole, vont voir les coûts des matières premières s'effondrer, donc ne vont plus alimenter la demande mondiale. Les pays émergents, les pays en développement, la Chine, qui ralentit. Donc, la relance de l'économie par la baisse du pétrole dans les pays développés se traduit en même temps par une diminution de la demande adressée à ces pays par les pays émergents. Donc, et puis, ils attirent l'attention sur le fait que, effectivement, il faut mollir sur les politiques d'austérité. Donc, ils sont en train, et notamment dans la zone euro, ils ciblent la zone euro en expliquant que la zone euro est le trou noir de l'économie mondiale. En expliquant que les taux de croissance sont insuffisants pour l'Italie, la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne, ouais. Même l'Allemagne. Et l'Allemagne. Il reproche à l'Allemagne de ne pas jouer un rôle suffisamment positif de locomotive de l'économie européenne. 1-3% de croissance, ça reste modeste. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai quelque chose à ajouter pour tout à fait à la transition suivante. Oui. D'où le rôle du FMI et de ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et le troisième pilier, la Commission européenne, en Grèce. Ouais. Je voulais qu'on parle de... Très beau film sur Arte, très beau documentaire sur Arte sur la Grèce, qui a expliqué concrètement pourquoi ils en sont arrivés là. Je vous recommande de creuser la notion de choc des civilisations qui émane de bouquins, principalement, d'un essai politique assez vieux, de M. Huntington, Samuel Huntington, qui explique la grande dichotomie des pays capitalistes, pauvres, des pays ne tient pas, et que c'est là que ce sont les identités culturelles qui expliqueraient, et ça semble en quelque part... Ça, c'est le ferment du discours nazi, hein, ça, le choc des civilisations. Oui, mais lui, avec quand même un aspect positif dans son analyse, en montrant que... Ouais, mais bon. Mais ça a fondé d'ailleurs la politique de Bush. Père et fils, et qui nous a rendu précisément là où nous sommes. Non, moi j'ai noté quand même que les pays arabes, tous noirs, les pays musulmans, noirs et arabes, ont tous condamné les attentats. Ouais. Bon, par conséquent, contrairement, le pays arabe, c'est pas un bloc, c'est pas une civilisation. C'est une vision, à mon avis, c'est une vision qui est dangereuse. Oui, parce qu'il y a des différenciations de niveau, niveau économique entre la France est embêtée par des pays qui sont sous sa tutelle et qui sont irrités, l'opinion publique est irritée par les caricatures. Vous avez remarqué, monsieur, mademoiselle, qu'il est difficile d'arracher la parole à ces journalistes, à ces représentants des journaux d'opinion politique. À la semaine prochaine. Pas moi.